nous allons corriger des exercices en lien avec le thème du calcul de probabilité. Dans l'exercice numéro 7, on disait que dans une classe de 30 élèves, 20 étudient l'anglais, 15 l'espagnol et 8 étudient les deux langues. Et pour un élève donné, on note grand A l'événement, l'élève étudie l'anglais, et grand E l'événement, l'élève étudie l'espagnol, et on choisit un élève au hasard dans cette classe. Première question, on demandait que représente l'événement A inter E. Alors, pour répondre à cette question, il s'agit de faire une petite phrase. L'événement A inter E, c'est l'événement l'élève choisit, étudie l'anglais et l'espagnol, donc le mot important ici c'est et, puisqu'ici on a l'événement A inter E. On prend l'intersection, donc tous les élèves qui étudient l'anglais et l'espagnol. Et pour trouver sa probabilité, eh bien dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a 8 élèves qui étudient à la fois l'anglais et l'espagnol, sur 30 élèves au total, donc P de A inter E, c'est 8 sur 30. Dans la question numéro 2, on demande que représente l'événement A union E et de donner sa probabilité. Alors, comme précédemment, on commence par écrire une phrase pour décrire l'événement A inter E. Donc c'est l'élève étudie l'anglais ou l'espagnol. Le ou vient du fait qu'ici on a l'union de deux événements. Alors attention, quand on dit ou, ça inclut le cas où l'élève étudie les deux langues. Donc c'est l'élève étudie l'anglais ou l'espagnol ou bien les deux langues. Pour calculer la probabilité de cet événement, on utilise la formule bien connue qui est la suivante. P de A union E, c'est P de A plus P de E moins P de A inter E. P de A, c'est la probabilité que l'élève ait étudié l'anglais, donc c'est 20 sur 30, puisqu'il y a 20 élèves qui étudient l'anglais. P de E, la probabilité que l'élève étudie l'espagnol, c'est 15 sur 30, puisqu'il y a 15 élèves qui font espagnol dans cette classe, moins P de A inter E, qu'on a calculé précédemment, et qui valait 8 sur 30. 20 plus 15 moins 8, on obtient donc 27. C'est-à-dire que P de A union E, c'est 27 sur 30. Dans la question numéro 3, on disait quelle est la probabilité que l'élève choisi n'apprenne ni l'anglais ni l'espagnol. Alors, pour calculer cette probabilité, la probabilité de cet événement, on va passer par, on va se ramener à la question précédente. Dans la question précédente, on avait l'événement A union E, c'est-à-dire l'élève étudie l'anglais ou l'espagnol. Et bien, le contraire de cet événement, c'est l'élève n'étudie ni l'anglais ni l'espagnol. Donc, pour répondre à la question 3, il s'agit de calculer la probabilité de l'événement A union E bar. Ça veut bien dire l'élève n'étudie ni l'anglais ni l'espagnol. Et donc pour calculer la probabilité de cet événement, on écrit que c'est 1 moins P de A union E, c'est-à-dire 1 moins 27 sur 30. Autrement dit, c'est 30 sur 30 moins 27 sur 30, c'est-à-dire 3 sur 30. Dans la question 4, on demandait quel est l'événement contraire de grand A et de donner sa probabilité. Alors, l'événement contraire de grand A, on le note grand A bar, c'est l'événement l'élève n'étudie pas l'anglais. Et donc P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc c'est-à-dire 1 moins 20 sur 30, c'est-à-dire 10 sur 30. On a 30 sur 30 moins 20 sur 30. Dans l'exercice 8, on disait qu'on lance simultanément deux dés cubiques bien équilibrés, qu'on note D1 et D2. L'issue d'un lancer, c'est un couple XY où X est la valeur affichée sur le dé numéro 1 et Y est la valeur affichée sur le dé numéro 2. Dans la première question, on demande combien il y a d'issues possibles à cette expérience aléatoire. Alors, étant donné que le premier dé, il y a 6 possibilités, lorsqu'on le lance, à chaque possibilité pour le premier dé, il y a encore 6 possibilités pour le deuxième dé. Donc au total, cela donne 6 fois 6, 36 issues possibles pour cette expérience aléatoire. Dans la question numéro 2, on demandait de recopier et de compléter le tableau suivant qui donnait le plus grand des deux nombres obtenus lors du lancer. Alors voyons voir. Donc le tableau est le suivant. Dans la première colonne, ici vous avez le résultat du dé numéro 1. Dans la deuxième colonne, vous avez le résultat du dé numéro 2. Par exemple, si jamais avec le dé numéro 1, vous faites un 3, si avec le dé numéro 2, vous faites un 5, eh bien la plus grande valeur, c'est 5. Donc vous allez inscrire dans le tableau le nombre 5. Et donc j'ai inscrit toutes les valeurs que vous devez mettre dans ce tableau. Dans la question numéro 3, on demandait de déterminer la probabilité des événements suivants. Alors, le premier événement, c'était grand A. Le plus grand des deux nombres obtenus est 4. Alors, pour trouver la probabilité de cet événement, eh bien, on regarde dans le tableau à chaque fois qu'il y a une case où est inscrit le nombre 4.
Alors, vous voyez que on a toute cette partie-là où il y a des 4. Cela donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 36 issues au total. Donc la probabilité de l'événement grand A, c'est de 7 sur 36. L'événement grand B, c'était le plus grand des deux nombres obtenus est au plus 3. Alors, au plus 3, ça veut dire que c'est soit 1, soit 2, soit 3. Et donc on voit d'après le tableau qu'il y a tous ces cas ici où le plus grand des deux nombres est au plus 3. Cela donne donc 9 cases sur 36 possibilités au total. Donc on peut affirmer que P de B, c'est 9 sur 36. Grand C, c'est l'événement, le plus grand des deux nombres obtenus est au moins 5. Alors au moins 5, c'est-à-dire 5 ou 6. Donc on va regarder dans le tableau toutes les cases où le nombre obtenu est 5 ou 6. Et on voit donc que ce sont toutes ces cases qui sont ici en vert. Alors si on les compte, ça en donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sur 36 possibilités au total. Donc P de C, c'est 20 sur 36. Et pour finir, on demandait la probabilité que le plus grand des deux nombres soit un multiple de 2 ou un multiple de 3. Alors pour cela, on commence par dire que les multiples de 2 ou les multiples de 3, alors les multiples de 2, il y a 2 et 4 et 6. Les multiples de 3, il y a 3 et 6. Donc il s'agit de regarder toutes les cases où il y a soit 2, soit 3, soit 4, soit 6. Donc lorsqu'on compte, ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc P de D, on peut affirmer que c'est égal à 26 sur 36. Dans l'exercice 9, on disait qu'une étudiante fabrique chaque semaine un petit stock de bijoux fantaisie qu'elle vend en fin de semaine afin de s'assurer quelques revenus. On vous donne ensuite la répartition de ces bijoux. Dans la première question, on demande de reproduire et de compléter le tableau de fréquence en pourcentage par rapport à l'ensemble de la production totale. Alors, donc dans ce tableau, il y avait 3 informations qui étaient déjà inscrites. C'était 60, 100 et 20. Alors, si on reprend les informations qui sont données dans l'énoncé, on sait que 20% de ces bijoux sont des boucles d'oreilles. Donc, c'est l'information qui est inscrite ici. On sait que 40% sont des colliers et 40% sont des bracelets. Donc, on peut inscrire ici 40 pour les colliers et 40 pour les bracelets. Ensuite, on nous dit que 60% des bijoux sont argentés. L'information était déjà inscrite. Et on en déduit donc que 40% sont dorés. On peut inscrire 40 dans cette case. Elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. Autrement dit, sur le total de 40, ici, donc il y aura 20 argentés, 20 dorés. 75% des bracelets sont argentés, donc sur un total de 40, 75% ça donne 30. Et donc pour arriver à 40, il faut ajouter 10 dorés. Pour finir, on sait qu'ici il y a 20, ici il y a 30. Pour arriver à un total de 60, il faut inscrire le nombre 10 ici. De même, 20 plus 10, ça donne 30. Donc pour arriver à un total de 40, il faut inscrire 10 ici. Dans la question 2, on dit que pour se rendre sur le lieu de vente, elle range en général sa production dans une mallette. Elle prend au hasard un bijou dans la mallette et on suppose que tous les choix possibles sont équiprobables. Alors, question 2A, on disait calculer les probabilités des événements suivants. Grand A, c'est le bijou pris est argenté. Alors, sur 100 bijoux au total, 60 sont argentés. Donc on peut dire que P de A, c'est 60 sur 100. Grand B, c'est l'événement, le bijou pris est un bracelet. Donc on sait que sur 100 bijoux au total, 40 sont des bracelets. Donc P de B, c'est 40 sur 100. Dans la question B, on demandait de décrire par une phrase l'événement A inter B, puis de calculer sa probabilité. Alors l'événement A inter B, c'est l'événement, le bijou est argenté, et c'est un bracelet. Donc c'est le mot et qui est important ici. Et pour calculer sa probabilité, donc on va regarder tous les bijoux qui sont à la fois argentés et des bracelets. Donc on regarde dans la ligne argentée et dans la colonne bracelet.
Donc on voit ici qu'il y a une valeur qui est la valeur 30. Donc il y a 30 bijoux au total qui sont argentés et qui sont des bracelets sur 100 bijoux au total. Et donc on peut affirmer que P de A inter B, c'est 30 sur 100. Dans la question suivante, on demandait de décrire par une phrase l'événement A union B et de calculer sa probabilité. Alors, pour décrire cet événement, il s'agit de dire que A union B, c'est le bijou est argenté, ou bien, c'est le mot-clé important, ou c'est un bracelet. Et pour calculer sa probabilité, eh bien, on utilise la formule suivante. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. P de A, c'est la probabilité qu'il soit argenté. On avait dit que c'était 60 sur 100. P de B, c'est la probabilité que ce soit un bracelet. On avait dit que c'était 40 sur 100. P de A inter B, on vient de le donner, c'est 30 sur 100. 60 plus 40 moins 30, ça donne 70 sur 100. Et la dernière question, donc on disait de décrire par une phrase l'événement A bar, puis calculer sa probabilité. Alors l'événement A bar, c'est l'événement contraire de l'événement grand A. C'est-à-dire le bijou n'est pas argenté. Pour calculer sa probabilité, on dit que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Autrement dit, c'est 1 moins 60 sur 100. Puisque 1, c'est 100 sur 100, 100 moins 60, ça donne 40 sur 100. Dans la question numéro 3, on dit qu'il lui arrive de ranger séparément les bijoux argentés et les bijoux dorés. Donc c'est le cas cette fois-ci. Elle prend toujours au hasard un objet dans la mallette contenant que les bijoux dorés. Et on demande, première question, quelle est la probabilité P1 que le bijou pris soit un bracelet? Alors, si on reprend le tableau de tout à l'heure, on sait qu'elle prend dans sa mallette qui est dorée. Donc on ne va conserver que cette partie-là du tableau, et on va ignorer toutes les autres parties. Donc maintenant, il n'y a plus 100 bijoux parmi lesquels elle choisit, mais plutôt 40. Et donc P1, on disait que c'est la probabilité que le bijou pris soit un bracelet. Et donc on constate que ici, il y a 10 bracelets qui sont dorés parmi les 40 bijoux dorés. Donc on peut affirmer dans la première question que P1, c'est 10 sur 40. Dans la question B, on dit on demande la probabilité P2 que le bijou pris ne soit pas un collier. Alors, si on reprend encore une fois le tableau, on reste toujours dans cette ligne des bijoux dorés. Alors, les bijoux qui ne sont pas des colliers, eh bien, il y a les bracelets et il y a les boucles d'oreilles. 10 plus 10, 20. Au total, il y a 40 bijoux dorés. Donc, on peut affirmer que la probabilité P2 que le bijou pris ne soit pas un bracelet, c'est 20 sur 40. Dans l'exercice 10, on disait que le code d'un antivol est un nombre de 3 chiffres, où chaque chiffre peut être 0, 1, 2 ou 3. Zoé choisit un code au hasard. Première question, demande d'illustrer cette situation à l'aide d'un arbre et d'en déduire le nombre de codes possibles. Alors l'arbre va être un petit peu compliqué à faire, on va simplement donner les premières branches. Alors voici l'arbre qu'on peut effectuer. Premier chiffre du code, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Si jamais le premier chiffre c'est 0, le deuxième chiffre, eh bien, ça peut être encore 0, 1, 2 ou 3. Si jamais le deuxième chiffre est 0, le troisième chiffre peut être encore 0, 1, 2 ou 3. Alors, si jamais le deuxième chiffre était 1, eh bien on pourrait aussi faire donc 0, 1, 2 ou 3. Si le deuxième chiffre était 2, on pourrait faire 0, 1, 2 ou 3. J'ai mis des pointillés, mais il faut imaginer que les branches se répètent à chaque fois. Alors, combien il y a de codes possibles? Vous voyez, pour le premier chiffre, il y a 4 possibilités. Pour chacune de ces possibilités, il y a à chaque fois 4 autres possibilités. Et pour chacune des deuxièmes possibilités, il y a encore 4 possibilités. Donc cela donne au total 4 fois 4 fois 4 codes possibles, c'est-à-dire 64 codes. Dans la question 2, on disait quelle est la probabilité que le code de Zoé comporte 3 chiffres distincts. Alors là, il faut faire un petit raisonnement, disons. On commence par dire la chose suivante. C'est que pour un code qui possède que des chiffres distincts, il y a donc 4 possibilités pour le premier chiffre. Une fois que vous avez choisi le premier chiffre, donc parmi 4 possibles, il n'y a plus que 3 possibilités pour le deuxième chiffre. Donc ici, hop, ça c'est le deuxième chiffre. Et une fois que vous avez choisi le deuxième chiffre, il n'y a plus que 2 possibilités pour le troisième chiffre. Puisque les deux premiers chiffres ont déjà, tous les chiffres doivent être distincts, les deux premiers chiffres ont déjà été choisis.
Cela donne donc au total 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 24 possibilités. Donc la probabilité que le code comporte 3 chiffres distincts, c'est donc 24 divisé par 64 au total, puisqu'on avait trouvé qu'il y avait 64 codes possibles au total dans la première question. Alors, dans l'exercice numéro 11, on disait qu'une puce se déplace sur un axe gradué. À chaque pas, de façon aléatoire, elle avance ou elle recule d'une unité. Donc elle part de l'origine grand O de l'axe, c'est-à-dire ici, et elle effectue un total de 4 sauts. Donc, par exemple, premier saut, deuxième saut, troisième saut, elle revient, et puis, je sais pas, quatrième saut, hop, elle repart. Première question, on disait, quelles sont les abscisses possibles de la puce à la fin des 4 sauts? Alors ce qu'il faut constater, c'est que déjà au minimum, la puce, elle peut aller à moins 4, puisqu'elle fait 4 sauts, et au maximum, elle peut aller à 4. Donc les abscisses possibles à la fin seront comprises entre moins 4 et 4. Et puis on constate aussi que les abscisses de la puce ne peuvent pas être des nombres impairs. Donc toutes les abscisses possibles, ce sont les suivantes, moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Question B, on disait, pour chaque affirmation, conjecturer si elle est vraie ou fausse. Alors l'affirmation 1, c'est il existe une position finale plus probable que les autres. L'affirmation 2, c'est la puce se trouve à la fin en 0 avec une probabilité de 0,5. Et l'affirmation 3, la puce a autant de chances d'avoir à la fin une abscisse positive qu'une abscisse négative. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, ce sont des conjectures, c'est-à-dire que c'est à vous de faire de tester. Hein. Donc, par exemple, vous pouvez prendre une pièce de monnaie. Chaque fois que vous avez pile, vous allez vers la droite. Chaque fois que vous avez face, vous allez vers la gauche. Vous faites un total de 4 lancers. Mais on va faire mieux, puisqu'on va faire ceci, on va simuler ceci avec un petit programme. Donc, dans la question suivante, on disait qu'on propose l'algorithme suivant pour simuler le premier saut de la puce. Donc x prend la valeur 0, n prend la valeur 1 entier aléatoire valant soit 0 soit 1. Si n égale 0, x prend la valeur x moins 1, sinon x prend la valeur x plus 1. Question 2a, on demande d'expliquer le rôle des variables x et n dans cet algorithme. Eh bien, tout simplement, la variable x va représenter l'abscisse de la puce. Au départ, x égale 0, donc la puce étant 0. Grand N, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1, et on voit que si n égale 0, x diminue de 1. Si n vaut 1, donc x augmente de 1. Autrement dit, grand N représente la direction du saut. Vers la gauche si n vaut 0, et vers la droite si n vaut 1. Alors on demande de modifier cet algorithme pour simuler les 4 sauts de la puce, puisque en l'état, cet algorithme ne simule qu'un seul saut. Alors voici comment il faut modifier l'algorithme. Donc on dit que au départ, x prend la valeur 0, et ensuite on insère une boucle pour, donc une boucle bornée. Pour k allant de 1 à 4, n prend la valeur, donc un entier aléatoire entre 0 et 1. Si n vaut 0, x prend la valeur x moins 1. Sinon, x prend la valeur x plus 1. Fin du pour. Voilà, donc il suffisait là d'insérer une boucle pour. Question C, on demande de traduire cet algorithme en langage Python et de l'exécuter. Alors voici l'algorithme en Python. Hop, donc il suffit de traduire l'algorithme précédent. On va quand même ajouter une petite ligne au départ. On va importer la bibliothèque random qui va nous permettre de choisir un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc import random, la variable grand X vaut 0. Alors la boucle en Python, donc for k in range 1, 5, pour dire qu'on va simplement faire 4 tours de boucle. Le 5, n'oubliez pas qu'il n'est pas compté en Python. Grand N égale random.randint 0,1. Donc là, c'est une fonction de la bibliothèque random qui permet de choisir un nombre qui vaut soit 0, soit 1. Si grand N égale, n'oubliez pas que pour tester une égalité, il faut mettre deux signes d'égalité en Python. Donc si grand N vaut 0, eh bien x prend la valeur x moins 1, sinon else x prend la valeur x plus 1. Alors on va exécuter le programme, donc j'ai écrit le programme et j'ai rajouté une petite ligne à la fin qui est print, entre guillemets la puce arrive en, virgule, grand X. Donc ça nous permettra à la fin de voir quelle est la valeur de la variable grand X. Donc ici on va exécuter le programme une première fois et on voit que la puce arrive en moins 2. Alors on peut exécuter le programme encore une fois. Voilà, cette fois-ci la puce arrive en 2, on peut recommencer. La puce arrive encore en moins 2 lors de cette exécution.
etc., etc. On peut tester plusieurs fois ce programme, et ça peut nous permettre d'avoir une petite idée de la probabilité d'arriver en chaque abscisse. Dans la question 3, on disait de construire un arbre qui décrit tous les sauts possibles, puis de calculer la probabilité de chaque abscisse finale, et de comparer les résultats avec les résultats de la question 1b. Donc on va voir si les affirmations étaient vraies ou fausses. Alors l'arbre est le suivant, c'est un arbre un peu long. Donc au départ, la puce est à l'abscisse 0. Premier saut, elle va soit en 1, soit en moins 20. Si elle va en 1, elle va soit en 2, soit en 0. Si elle va en 2, elle va soit en 3, soit en 1. Mais si elle était en 0, elle va soit en 1, soit en moins 1, etc. etc. Donc là, à la fin, au bout de 4 sauts, on a toutes les abscisses possibles de la puce qui sont représentées. Alors, à partir de là, on peut faire des calculs de probabilité. Donc si on appelle grand X l'abscisse finale, donc ce grand X, c'est une des valeurs qui est ici, moins 4, moins 2, 0, 2 ou 4, eh bien on peut calculer certaines probabilités. Donc voyons voir, par exemple, la probabilité que grand X soit égal à moins 4, c'est-à-dire que la puce soit en moins 4 à la fin. Eh bien c'est 1 sur 16. Alors pourquoi? Reprenons l'arbre. Déjà, combien il y a de chemins possibles dans cet arbre? Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parmi tous ces chemins, lesquels se terminent en moins 4, eh bien il n'y en a qu'un seul, vous voyez que c'est ici. Donc la probabilité d'arriver en moins 4 au bout du dernier saut, c'est une chance sur 16. Alors de la même façon, la probabilité d'arriver en moins 2, c'est 4 sur 16. Et donc pour le constater, on regarde dans l'arbre, ici, quelles sont toutes les abscisses finales qui sont égales à moins 2. Donc il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. Ça en fait bien 4 sur 16. Et donc de la même façon, on peut calculer les autres probabilités. La probabilité d'arriver en 0 à la fin, P de grand X égale 0, c'est 6 sur 16. La probabilité d'arriver en 2, c'est 4 sur 16. Et la probabilité d'arriver en 4, c'est 1 sur 16. Et donc, à partir de ça, on peut comparer avec ce qu'on avait, les informations qui étaient données dans la question 1b. Alors, l'affirmation 1, finalement, était vraie. L'affirmation 1 disait qu'il existe une position finale plus probable que les autres. Effectivement, on voit qu'il y a plus de chances que la puce soit en 0 à la fin qu'elle soit en moins 4, en moins 2, en 2 ou en 4. Donc l'affirmation 1 était vraie. L'affirmation 2, elle, était fausse. Elle disait que la puce se trouve à la fin en 0 avec une probabilité de 0,5. Et bien ici, 6 sur 16, ça n'est pas 0,5. Et puis la dernière affirmation, elle était vraie, puisque elle disait que la puce a autant de chances d'avoir à la fin une abscisse positive que négative. Et on constate qu'effectivement, ici, il y a une espèce de symétrie, enfin il y a une symétrie. Donc la probabilité qu'elle ait une abscisse négative, mais ici vous avez 1 plus 4, donc ça fait 5 sur 16, et là vous avez aussi 5 sur 16.